Chers auditeurs et auditrices, Bokertov, bonjour et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver sur Radio Futé. C'est vrai, après une semaine bien intense à Eilat. Merci en tout cas, chers clients et clientes, d'être venus nombreuses et nombreux. Je vais essayer avec une voix un peu cassée, à la Patrick Bruel, casser la voix. On se l'est bien cassé pour la fin de l'année 2018. Mais on va essayer de faire cette émission, une émission très riche dans ce forum futé. Je vous rappelle que nous sommes en direct grâce à la magie de la société Média Plus, représentée par des mains de maître, par Laura Kranz, qui nous fait le plaisir d'être là pour partager cette émission. Mais également, nous allons recevoir, parce que je vais être galant aujourd'hui, je vais commencer par les dames, on va recevoir également Joan Toledano, dont la réputation n'est plus à faire, la fameuse comédienne qui va jouer dans quelques jours, le 9 janvier à Tel Aviv, mais également le 10 janvier à Netanya, pour sa pièce Lego, mon jeu préféré. Elle a un dynamisme extraordinaire. C'est bien sûr une date à ne surtout pas manquer. Elle nous fera le plaisir de venir droit depuis Tel Aviv tout à l'heure pour une interview exclusive. Voilà, et sans plus attendre, notre invité, parce que vous le voyez dans le titre de cette vidéo, chers internautes qui nous suivent actuellement en direct, les secrets des thérapies énergétiques enfin dévoilés sur Radio Futé en primeur et en exclusivité. C'est également le titre de ce merveilleux ouvrage sur les thérapies énergétiques expliquées scientifiquement par le docteur Jonathan Zeytoun. Je crois que tout est dit. Avant toute chose, votre micro est ouvert. Cher docteur, soyez le bienvenu. Merci Charles, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Toujours, toujours. Je rappelle que le docteur Jonathan Zeytoun, vous êtes chercheur en neurosciences, vous étiez déjà venu présenter l'école Sitré Chaim à l'occasion de la représentation dans 197 pays, pour être précis. Il y a quelques jours, et c'est l'actualité, s'est tenue à Netanya une conférence, une soirée portes ouvertes, organisée par l'établissement Sitré Chaim. Peut-être pouvez-vous aujourd'hui commencer avec cela pour nous en dire un peu plus. Bien sûr. Alors pour ceux qui ont eu la chance d'être présents, on y a présenté l'école. Les élèves qui ont terminé leur cursus ont été diplômés. Et à cette occasion, on m'a demandé de présenter la thèse qui m'a permis l'obtention d'un doctorat. Alors pour faire un résumé simple de ce que c'est que Sitré Chaim... Tout d'abord, Mazel Tov à vous. Merci beaucoup. Voilà, pour l'obtention du doctorat. Je veux pas que ça passe Merci comme ça. beaucoup. C'est quand même l'obtention d'un doctorat, c'est pas rien. Tout à fait. Je sais, j'ai entendu dire par les responsables de Sitré Chaim que vous avez travaillé d'arrache-pied et que vous n'avez pas compté les heures ni les nuits pour y arriver. J'étais passionné par le sujet, je dois bien l'avouer. Oui. C'était génial. Ça veut dire que vous n'avez rien vu passer à côté? Non, j'ai travaillé énormément, effectivement, jour et nuit pour pouvoir être à jour et à temps au niveau de cette thèse, mais j'ai pas vu le temps compter. On met combien de temps pour arriver à obtenir un doctorat? On compte ça en mois ou en années? On compte ça en travail qui a été fourni. En fait, la thèse a été présentée à une université qui a pu, avec son jury, la lire et la valider. Oui. C'est aussi simple que ça. Ça m'a pris, 3 ans. Oui, ça a l'air très simple, oui. Façon de le dire. Je vous laisse poursuivre, cher Jonathan. Je vous en prie. Donc, pour faire un résumé simple de ce que c'est que Sitré Chaim, c'est un institut affilié à l'université Aptucha de Tel Aviv, qui est situé en plein centre de Netanya. Alors cet institut propose un programme de formation au métier de la thérapie, notamment alternative. Cette formation est remarquablement complète. Elle propose des matières allant de l'anatomie, donc une matière très conventionnelle, où on étudie les systèmes respiratoires, musculaires, nerveux, le cerveau, les organes, donc le fonctionnement du corps. Et ça va jusqu'à l'acupuncture, au sujok, et bien entendu, sans oublier la discipline phare, la thérapie lumière. Donc les cours, ils sont dispensés en français. La formation n'est pas réservée qu'aux professionnels de la santé, qui chercheraient par exemple à compléter ou à élargir le champ de leurs connaissances, mais également aux néophytes et aux débutants qui y sont les bienvenus. Donc l'intérêt d'une telle formation est d'autant plus personnel que professionnel. Donc cette formation déjà en soi est une thérapie. De nombreuses personnes rentrent dans cette école dans ce cadre-là. Elle permet à chacun de tirer profit des enseignements qu'on y reçoit, tout simplement pour s'épanouir. Alors d'autre part, les diplômes délivrés sont des diplômes universitaires de l'université Aptucha, donc ce sont des diplômes d'État reconnus et qui permettent de travailler en Israël. Donc il y a énormément de débouchés, j'ai envie de dire malheureusement, mais c'est une réelle opportunité pour ceux qui chercheraient un nouveau métier, un nouvel élan ou une nouvelle orientation professionnelle, comme c'est souvent le cas lorsqu'on fait notre alliance. Donc cela reste tout de même un établissement à taille humaine. Magnifique. Et dans ce cas, alors vous nous parlez d'un endroit bien précis à Netanya, on peut avoir les coordonnées
pour les personnes qui déjà nous suivent et souhaitent éventuellement s'inscrire à la prochaine session? Bien sûr, c'est à Rupinskir, donc au centre de Natania. Je pense que vous allez pouvoir le mettre sur le site. C'est C'est l'école juste en face. Sitré Haïm. Sitré Haïm, c'est juste en face de la Tahana, je crois. Exactement, juste en face de la gare. Voilà, c'est ce fameux bâtiment où il y a un cône comme ça en argent sur. Exactement, voilà, au oui, c'est troisième très beau. étage. Voilà, au D'accord. troisième étage, de toute façon, c'est vraiment marqué partout Sitré Haïm, donc c'est le collège des thérapies alternatives. Oui. On le trouve très facilement et notamment sur Internet. Alors, je sais qu'ils sont nombreux et nombreux là-bas. Pouvez-vous nous parler de l'équipe pédagogique? Bien sûr. Alors l'équipe enseignante est juste exceptionnelle. Donc j'ai eu moi-même la chance d'étudier la thérapie lumière auprès de mon ami, donc mon rave, le docteur Schneider. C'est à lui que je dois mon entrée dans le domaine des thérapies alternatives. Il m'a encouragé, il m'a suivi pendant tout mon doctorat. Et c'est un personnage d'une humanité rare, d'une grande ouverture d'esprit. Il est un de ces personnages qui donne. Alors, Oui. il n'est pas un rabbin comme les autres, il n'est pas un scientifique comme les autres, il n'est pas un docteur comme les autres. Ça veut dire quoi, de ne pas être un rabbin comme les autres? Il sort vraiment de tous les sentiers battus. C'est quelqu'un qui a une énergie folle, un charisme extraordinaire. Il est là, il est présent, et on puise en lui des ressources insoupçonnées qui peuvent vraiment aider dans beaucoup de choses. Moi, il m'a porté. Ça veut dire que vous-même, vous êtes quelque part découvert en le découvrant? Moi, j'étais fan. Oui. J'étais fan de ce personnage. Je l'aime beaucoup. J'ai vraiment un rapport très particulier avec ce rave. Et voilà. Jonathan, dites-moi, parce qu'en hébreu, je vais vous appeler mieux Jonathan que Jonathan, parce que Oui, la prochaine invitée, c'est Joanne, donc Oui, on va croire que c'est... Il n'y a pas de souci. Joanne et Jonathan, mais bon, Johan, dites-moi, est-ce que vous avez découvert en vous des choses que vous ne connaissiez pas? Vous vous êtes quelque part surpassé en vous découvrant d'une manière très profonde. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand j'expliquais que cette formation avait aussi un intérêt personnel. On y fait pendant tous les cours une introspection. On apprend à découvrir la nature de l'homme, la nature de l'âme, comment ça fonctionne, sur des plans qui ne sont pas du tout des plans neuroscientifiques, qui sont vraiment des... Vous savez, les sources de la thérapie lumière, c'est la Torah. Et je pense que chacun gagne à y plonger. Vous n'êtes pas que docteur, Jonathan. Vous êtes également auteur. J'ai entendu parler de votre livre « Les secrets des thérapies énergétiques », enfin dévoilés. Et c'est ce qu'on va dévoiler également sur l'antenne de Radio Futé. Pouvez-vous nous en parler à notre micro? Bien sûr, je vais vous raconter un petit peu de quoi parle ce livre. Je voulais quand même noter deux autres personnages qui me permettaient de souligner sur l'équipe enseignante, notamment le Rav Hanania El-Fassi, qui est un des meilleurs praticiens au monde en Sujuk, et j'en ai connu et j'ai travaillé avec plusieurs. Je peux vous dire que c'est une réelle chance de pouvoir apprendre cette matière avec lui. Et Madame Gila Benguigui, je la connais bien, oui. Une femme exceptionnelle, d'une grande disponibilité. Elle réalise un petit peu ce qu'on a en faculté, les travaux dirigés, donc c'est la côté pratique de la thérapie lumière. Voilà. Et bien, on les salue bien bas, à tous ces personnages. Tout à fait. Alors concernant donc, le livre que vous avez cité, donc c'est un livre qui est inspiré de ma thèse universitaire, pardon. Donc il est extrêmement intéressant et novateur, puisque cette thèse elle a l'ambition de répondre à une question qui jusqu'alors n'avait jamais eu de réponse. Pourquoi et comment scientifiquement cela fonctionne? Quelles sont les mécaniques physiques, scientifiques sur lesquelles sont fondées ces thérapies? Alors je m'explique. Depuis plus de 5000 ans, on enseigne partout dans le monde des médecines énergétiques. Donc le reiki, le yoga, le magnétisme, l'acupuncture. Par exemple, on peut apprendre l'acupuncture à Pékin. On y apprendra là-bas qu'ici se trouve le méridien du cœur et qu'en insérant une aiguille sur tel point, on réduira la tension artérielle. Et on constatera que ça marche. Mais dès qu'on va demander pourquoi et comment scientifiquement cela fonctionne, personne, d'aucun temps, n'a jamais apporté de réponse à cette question. Alors les seules réponses proposées s'appuient sur des concepts qui peuvent parfois paraître loufoques. On parlera d'énergie, de spirituel, de méridien, de quantique. Mais qu'y a-t-il de tangible là-dedans? Donc l'énergie, ce sont des joules. Le spirituel, c'est bien le monde de Dieu ou des esprits. Les méridiens ne sont dans aucun traité d'anatomie. Et le quantique, chez moi, c'est un chant du Pirkei Avot, donc la Maxime des Pères. Vous l'avez compris, quand on n'a pas de réponse à apporter, on noie le poisson dans l'abstrait. Et pourtant, des réponses, il y en a. Et pour ma part, le point de départ de mes recherches a été la thérapie lumière quand je me suis interrogé simplement sur le choix de cette appellation. Et de fil en aiguille, cela m'a conduit à la biophotonie cellulaire, comme je vais vous l'expliquer. Washkonada, la biophotonie cellulaire. Ça veut dire? Ça veut dire que pour que deux particules puissent se parler, en théorie des champs, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, il faut qu'elles fassent appel à une troisième particule, vos cellules. D'accord. Pour pouvoir évoluer, se développer, naître, mourir avec l'apoptose, elles ont besoin de recevoir une information. Cette information, elle est donnée par ce qu'on appelle un photon. Donc c'est une petite particule de lumière que vous avez à l'intérieur de votre corps. D'accord. Et c'est ça, le secret de l'énergie. Que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc si j'ai bien compris, vous expliquez sur quelle base scientifique
ces thérapies fonctionnent. Exactement. Donc j'explique dans ce livre ce que c'est que l'énergie. Donc lorsqu'on parle d'énergie vitale, en l'occurrence, il s'agit d'informations dynamiques actives. Donc elles sont bien entendu, comme je viens de vous l'expliquer, véhiculées par une particule élémentaire qui est la lumière, par le photon. J'explique également ce que c'est que le spirituel, le quantique, ce que sont les méridiens, mais non pas de façon abstraite, mais très concrète. Comment tout cela fonctionne scientifiquement et comment cela est lié à la pratique d'une thérapie. Donc alors la réponse ne pouvait pas être unique, elle était forcément éclectique dans le sens où elle fait appel à plusieurs domaines, également holistique, puisqu'elle n'aurait pas pu se cantonner à une chose simple, il fallait qu'elle fasse partie d'une globalité. Donc la démonstration fait appel à des disciplines aussi variées que la biologie, la physique, la mécanique quantique et la théorie des champs. Et pour ce faire, j'expose des notions de base, des prérequis qui permettent la compréhension de la démonstration dans un langage très accessible. Alors, vous parlez d'un langage très accessible. Moi, j'ai envie de vous poser la question suivante. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de cette démonstration qu'on trouve dans votre livre? Parce que j'ai vu, là, vous êtes venu si gentiment avec deux beaux livres que vous venez donc de réaliser. Un, il y a 6 mois, et puis l'autre, il y a seulement 3 mois, si je ne m'abuse. Exactement. Dans quel langage, franchement, dans un langage compréhensible pour tous? Parce qu'il y a beaucoup, je vous entends avec beaucoup d'attention depuis le début de cette interview, de termes qui sont quand même inconnus par le grand public. Alors j'essaye de vulgariser au maximum les termes qui peuvent permettre de comprendre la thèse, donc en fait la démonstration de cette explication. Pour vous donner un exemple, pour reprendre les grands thèmes, on va commencer peut-être par la physique quantique qui est à la base une des mécaniques les plus compliquées à comprendre, mais de la façon dont je la vulgarise, c'est celle-ci, je parle avec des images. Les thérapies quantiques, elles ont la prétention de guérir le corps sans l'intervention de la matière, donc sans la toucher. La question, c'est donc ça, est-ce qu'on peut toucher la matière, la changer, sans la toucher physiquement? Et la réponse se trouve dans la mécanique quantique, puisqu'elle apporte le premier élément de réponse sur ce qu'est la matière à l'origine. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de la théorie des cordes. Légèrement. Légèrement. Je ne veux pas paraître bête à la radio, mais bon, très légèrement. Alors regardez comment ma façon de l'expliquer, elle va peut-être vous plaire. Oui. Alors l'un des postulats de la théorie des cordes, pour faire très simple, elle énonce qu'à l'origine, la matière n'est pas composée de petites particules, donc des petites particules de matière comme on pourrait l'imaginer avec nos sens, des petites billes, mais elle est faite avec des petites cordes vibrantes. Donc il faut imaginer des petites ondes. D'accord. Donc pour vous représenter ça, la matière en fait qui est créée, elle dépend tout simplement de la fréquence, de la vibration de ces cordes. Oui. Alors vous pouvez imaginer une de ces cordes comme une petite vague, une de ces fréquences avec le nombre de bosses. Et si vous pouviez regarder une de ces petites cordes dans un microscope, donc super puissant, et que vous pouviez l'étirer au maximum avec des petites pinces, eh bien vous verriez sous vos yeux se former dans cette petite corde un électron. Si vous relâchiez la pression des cordes pour qu'il y ait 2 bosses, vous verriez que cet électron se transformerait par exemple en neutrino ou en quark. Vous relâcheriez encore une 3e fois la pression, vous auriez 3 bosses, et là apparaîtrait un photon, une particule de lumière qui commencera à éclairer. Autrement dit, la matière qui se crée n'est pas quelque chose d'intrinsèque, mais elle est bien dépendante d'un champ vibratoire. Et donc, effectivement, il est possible de changer la matière sans la toucher, simplement en modifiant les fréquences vibratoires du champ auquel elle est soumise. Incroyable, incroyable. Ah oui. Mais vraiment, c'est incroyable. Avez-vous d'autres exemples comme ça à nous donner? Peut-être dans d'autres domaines, Jonathan? Oui, alors je peux peut-être vous parler de la superposition quantique. Donc la superposition quantique, c'est sûrement le phénomène le plus spectaculaire de la physique quantique. Pendant que nous parlons, pour vous parler toujours de façon imagée pour que vous compreniez bien, pendant que nous parlons à cet instant, la Lune, tout de suite, elle est à un emplacement précis. Donc elle possède un poids, une taille, une vitesse de rotation. Eh bien, dans le monde du quantique, c'est-à-dire dans l'échelle des atomes, donc de tout ce qui est tout petit, cela n'existe pas. Si on faisait un parallèle avec un proton, donc qui représenterait la Terre, et un électron qui gravite autour, donc qui représenterait la Lune, eh bien l'électron se trouverait à cet instant précis sur tous les points de son orbite en même temps et ne s'y trouverait pas. Il évoluerait à toutes les vitesses possibles qui puissent exister sans évoluer du tout. En fait, elle n'aurait ni poids ni taille. L'électron est dans le quantique, et dans le quantique, tout est au stade du potentiel. Alors, ce qui est simplement exceptionnel, si vous comprenez ce que ça veut dire que tout ce qui est potentiel n'est pas figé. Tout peut encore être modifié. Alors, il y a un autre phénomène qu'on appelle la réduction quantique qui fait que lorsque vous allez regarder cet électron avec un appareillage ou que vous allez le mesurer, eh bien, toute cette faculté quantique va disparaître. Et là, il va se prendre une poids, une taille, un emplacement défini, une vitesse, un spin, donc une rotation dans un sens ou dans un autre. Et tout va commencer à prendre consistance et matière. Autrement dit, tout ce que vous voyez autour de vous
n'est pas figé et n'existe que parce que vous l'observez. Alors, donc c'est bien l'observateur qui fait exister la matière, qui avant l'observation n'existait qu'au stade de potentialité. Vous avez ces deux expériences scientifiques que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet, l'une qui est le chat de Schrödinger et l'autre qui est l'expérience des fentes de Young, qui explique bien justement cette chose qui est de faire exister la matière simplement en regardant du potentiel. C'est un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Vous savez, on a souvent des idées, mais tant qu'on ne l'a pas fixé cette idée, on a tout dans la tête, tout un univers infini. Et c'est à partir du moment où on va se focaliser sur un objectif qu'on va donner une consistance, et tout ce que vous voyez ici a été créé à partir d'une simple pensée, qui au départ était un potentiel. Mais bien sûr. Alors on pourrait peut-être saluer au passage le professeur Serge Haroche, donc c'est quelqu'un de chez nous. Oui, j'ai bien entendu au nom. Qui a obtenu un prix Nobel récemment pour avoir réalisé la prouesse de photographier, en quelque sorte, entre guillemets, une de ces superpositions quantiques, donc c'est-à-dire de voir un électron dans deux états en même temps. Quelque chose qui est tout simplement inconcevable pour notre esprit humain. Comment c'est possible ? Il faut lui demander. Ah, d'accord. Non, mais concrètement, on arrive à voir ces deux photos-là ? C'est pas une photo, c'est fait avec un spectromètre, mais effectivement, il a pu constater. Alors, jusqu'ici, la mécanique des champs est quelque chose d'extrêmement théorique. Pour faire de la pratique, il faut réduire ce qu'on appelle la décohérence quantique, il faut réduire les températures, il faut savoir que dès que deux particules entrent en collision, on n'a plus ce phénomène quantique. Donc on rentre dans quelque chose d'extrêmement compliqué et ça a été sa prouesse de pouvoir réaliser cet exploit. En fait, ça, c'est la base de la thérapie quantique. Alors peut-être que je peux vous parler, si vous le permettez, de quelque chose de plus simple. Alors avec grand plaisir, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de faire plus simple parce qu'on a déjà Teddy Labenamou qui nous dit top, c'est passionnant. Voilà, qui est en direct des réseaux sociaux. Merci Teddy. Je vais en profiter de rappeler, si vous avez des questions à poser, nous avons donc la fondatrice de Média Plus, qui est Laura Krentz, qui nous fait le plaisir d'être dans les studios aujourd'hui avec nous. Si vous voulez intervenir, poser des questions à Jonathan, donc au docteur, Jonathan Zeytoun, n'hésitez pas en tout cas de le faire sur notre antenne avec grand plaisir. Et je crois qu'il y a déjà apparemment des réactions et il y a de bonnes réactions parce que notre chère Laura a le sourire. Ah oui, moi j'écoute, c'est très très intéressant, très passionnant et je ris un peu parce que quelqu'un a sorti une blague. Je ne sais pas si vous connaissez la série Big Bang Theory. De nom, voilà, bien sûr. Donc c'est des scientifiques qui parlent de la théorie des cordes, etc. toute la journée. Et en fait, on vous a assimilé à Sheldon Cooper, qui est un des personnages emblématiques. Et c'est vrai que c'est très drôle. Et on a Teddy, justement, qui a l'air très calé aussi, qui nous dit nous sommes qu'au balbutiement de la découverte de la physique quantique. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ces sujets-là à la radio. C'est vrai. C'est très intéressant et ça me... Voilà. Pour ça, très bien. sourire. Alors en tout cas, on répond positivement. Oui, on veut peut-être plus simple pour certains, pour une certaine, on va dire, audience, audimat. Donc on vous donne à nouveau la parole, cher docteur. Alors peut-être qu'on pourrait aller dans la magie. Oui. Si je peux mettre dans le côté un petit peu romantique, philosophique de la chose. Quand vous parlez de magie, vous savez, quand je vous observe et je vous écoute comme ça avec beaucoup d'attention, je me dis peut-être un jour il deviendra notre cher docteur Jonathan, je sais pas, mentaliste ou je trouve que ça vous irait bien. Écoutez, vous avez le physique en tout cas pour monter sur scène. C'est un compliment de ma part. C'est très gentil à vous. Voilà. Donc tout le monde connaît cette formule d'Albert Einstein, E égale mc2. Donc en fait, cette formule, elle explique le lien entre la matière et l'énergie, pour parler très simplement. Donc la matière peut se transformer en énergie, donc c'est dans ce sens qu'est appliquée la formule pour la production d'énergie nucléaire. Et chacun peut faire l'expérience de cette équation en grattant une allumette, donc, et en constatant que le carbone qui va la consumer va se transformer en énergie. Donc, mais cette équation peut se lire dans les deux sens, et c'est là que ça peut devenir intéressant. Vous avez peut-être entendu parler du CERN, donc cette grande machine en Suisse où il y a un collisionneur de particules. Et en fait, on fait l'équation inverse, c'est-à-dire qu'avec de l'énergie, on crée de la matière pour voir comment ça se forme et comment ça se compose. Et en fait, avec de l'énergie, on crée de la matière. Avec une allumette, vous créez du feu. Oui. Avec du feu, vous pouvez créer une allumette. Pour parler clairement. D'accord. Donc effectivement, vous n'allez pas le faire à la maison. Oui, non, on va éviter les pyromanes. Hein. mais c'est en fait comme ça qu'on peut lire cette application de cette formule. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que lorsqu'on prend cette équation à l'envers,
Ce n'est pas simplement de l'énergie qui devient de la matière, c'est la propriété de l'énergie qui devient de la matière. Donc en fait, sa nature, son essence, si je puis dire, son âme. D'accord, tu arrêtes, hein, Laura, hein, s'il y a des choses qui Ça va, moi je ça va, suis... tu non, suis mais je comprends tout. je suis, D'accord, très bien. Bon, moi, des fois, j'ai du mal, hein, la vérité, à rester sur Terre. Hein. Ami terrien. Je suis désolé. Non, non, avec plaisir. On va la faire à la Thierry Ardisson aujourd'hui. Ami terrien. Rien. Voilà. Alors, On va y arriver. regardez, en prenant par exemple deux petites particules qui peseraient 1 gramme chacune, en les projetant de part et d'autre dans le collisionneur de particules, elles vont arriver à un point d'impact et de cet impact va se créer de l'énergie. D'accord. Cette énergie va se matérialiser en masse. Cette masse est 200 000 fois plus importante Mhm. que la masse des particules originelles. Ça veut dire qu'avec 2 grammes, vous allez créer 200 kg de masse. Mais c'est quoi ces 200 kg de masse? C'est la propriété donc, de l'énergie cinétique, donc, qui est due à la vitesse des particules en mouvement, qui s'est matérialisée. Pour vous expliquer à quel point c'est ça que j'appelle de la magie, pour parler vulgairement, c'est comme si je vous disais que par exemple la hauteur de la tour Eiffel Oui. pouvait se matérialiser en tour Montparnasse. Mhm. Ou alors que vous avez un train qui va très vite, et ben la vitesse du train pouvait sur le côté apparaître et se matérialiser en moto. C'est en fait ce qui explique que la matière est une expression de sa propriété et de sa nature. C'est juste... Non, mais c'est juste... Non, mais c'est Je sais pas incroyable. s'il faut... Non, non, mais c'est clair. Mais c'est créer aussi quelque part un autre monde. Mais comme vous l'avez dit, dans tout ce qui est matériel, a été obligatoirement d'abord une pensée. Exactement. Et voilà. Et de la pensée, on en arrive à l'action. Ça veut dire à la création. C'est-à-dire qu'en fait, l'énergie que vous mettez dans chaque chose que vous faites, Mhm. elle se matérialise. Elle se Quand matérialise. vous voyez quelque chose qui est de la matière, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, il y a une énergie. Mais Cette bien énergie, c'est l'essence, c'est l'âme de la personne qui l'a mis Mhm. dedans. Vous voyez ça un petit peu avec une sculpture. Vous Mhm. voyez l'âme de l'artiste, la part de l'artiste qui est à l'intérieur. Mais dites-moi, cette énergie-là n'a pas été présente uniquement au niveau de sa création? Parce qu'une fois que la chose est créée, il n'y a plus besoin d'énergie pour la créer. Je veux dire, il n'y a plus d'énergie après dans le matériel, si? Elle a besoin d'être créée en permanence pour pouvoir exister. Comme le dit notre Torah, bien que je ne sois pas rabbin, Mhm. vous savez que le ciel, Dieu, maintient notre monde en permanence et le fait exister en permanence. Oui. C'est pas parce que vous avez une image, rien n'est une image en fait. Tout Mhm. est une vidéo, si je puis m'exprimer. Oui, Comme ça, oui, tout oui. est en mouvement. Ce qui vous paraît être solide et figé, comme par Mhm. exemple cette table, en réalité, c'est des protons autour duquel gravitent des électrons à toute vitesse. Et rien n'est figé, rien n'est stable. C'est simplement la vue que nous en avons qui nous donne l'illusion que tout est solide et que tout ne bouge pas, que tout est figé, mais c'est une illusion. Eh bien, c'est parfait. En tout cas, Vous c'est êtes pas- une illusion, Charles. Ah, Je oui, suis oui. une illusion. Bon, bah, écoutez, je sais que je suis rien dans ce monde, qu'on est que là de passage. Maintenant, Non. vous me dites que je suis une illusion. Bon, mais d'accord. Vous il y a- m'avez dit que j'étais mais- mentaliste. Non, mais c'est très bien. Mais au moins, avec ça, il n'y a pas de gava, c'est bien. Au moins, il n'y a pas de fierté personnelle. Il y en a Tu pas. es une illusion, mon cher ami. Voilà. Alors, justement, en tout cas, il y a- Je plaisante. je Non, non, plaisante. mais avec grand plaisir. Mais il y a un commentaire qui n'est pas une illusion, par contre, ma chère Oui, Laura. alors on a un commentaire toujours de Teddy en fait qui nous donne un petit conseil. Voilà, si on a Oui. envie de voir un film sur ce sujet justement, Oui. il dit que cela est très bien modélisé dans le film Ange et Démon sorti en 2016 par Onward. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais m'y pencher Voilà, ce donc, soir. regardez- Du temps, je regarde regardez-le. ce film Voilà, est-ce qu'il est sur Netflix Voilà, tu nous le diras, hein, Teddy. avec Qu'on- plaisir. Qu'on salue bien bas. Alors, très bien, mais comment faites-vous le lien, et ça m'intéresse hein, vraiment, cher docteur Jonathan, avec le corps? Alors, on expliquait ce que c'était qu'un biophoton. Donc, cette petite particule de lumière, elle est le boson vecteur pour Mhm. Teddy. Oui. Teddy, donc le boson vecteur de l'électromagnétisme, c'est le photon. Donc, qu'est-ce qu'un boson vecteur? C'est une particule qui est créée pour pouvoir permettre à deux autres particules de communiquer. D'accord. En fait, c'est comme un messager. Or, l'électricité, elle est partout dans l'univers. Mhm. C'est quoi l'électricité? On vient de le voir un petit peu. C'est un proton, donc un noyau chargé positivement, autour duquel gravitent des électrons qui sont chargés négativement. Mhm. Et la matière, c'est quoi? Ce sont des atomes qui vont s'agglomérer entre eux. Et lors de cette agglomération et de cet assemblage, il va y avoir des échanges de mouvements. Donc, il va y avoir l'électricité. Qui dit électricité, va y avoir du champ électromagnétique. Alors, le corps, le lien, il est où? Il est très simple. Notre corps est composé de 200 milliards, écoutez ce chiffre, Oui. 200 milliards de cellules biologiques. Et chacune de ces cellules, pour pouvoir assurer son fonctionnement et exister, elle nécessite 100 000 réactions chimiques par seconde. C'est énorme. Waouh. Et en fait, c'est ainsi que ces cellules biologiques, donc ces briques qui composent notre corps, doivent à chaque instant recevoir des informations pour coordonner ces milliards de réactions. Et ce sont les photons
donc cette particule de lumière qui, en l'occurrence les biophotons, assure cette tâche. Alors c'est ainsi que les cellules biologiques reçoivent ainsi du biophoton l'information de quand naître, Oui. quelle forme prendre, comment évoluer jusqu'à son apoptose, c'est-à-dire le moment où elles doivent mourir pour faire place à une nouvelle cellule. Donc c'est bien par la lumière que l'organisme s'informe et s'adapte et s'évolue. Alors on a découvert, et je pense que ça aussi c'est une très grande découverte, on a découvert il y a quelques temps qu'il existe un champ électromagnétique informationnel. Donc c'est une sorte de cloud, pour reprendre un petit peu le langage des jeunes d'aujourd'hui, donc qui contiendrait comme on pourrait appeler le code de la matrice, le plan d'agencement de la matière et de toute chose. Donc les biophotons, ce sont simplement en fait des particules de lumière, mais qui font le lien entre ce champ informationnel et les cellules organiques. Donc ils sont l'énergie, cette particule d'information dynamique active qui crée et provoque les changements d'état. Alors dans mon livre, je rapporte notamment des expériences qui ont permis de reconstituer de l'ADN, non pas à partir de matière comme on pourrait le faire avec du clonage, mais simplement, et je pense que c'est ça qui est juste formidable, avec un faisceau lumière, donc avec de la lumière qu'on a projetée dans un tube à essai. Oui. Donc on a simplement modifié la matière, on a créé de la matière, on ne peut pas se dire à l'image de Dieu, mais dans un tube à essai vide, en envoyant une photo donc, de lumière sur un tube à essai vide, on a recréé un brin d'ADN. C'est juste spectaculaire. Alors, peut-être que vous voulez savoir s'il y a eu des applications thérapeutiques. C'est ce qui m'intéresse. Hein. Il fallait me laisser enchaîner. Y a-t-il eu donc des applications thérapeutiques de ce procédé à l'échelle de l'homme? Parce que ce qui m'intéresse, c'est toujours revenir à l'homme et revenir quelque part au concret. Écoutez-moi bien. En Allemagne... Je suis tout oui. Vous pouvez l'être. En Allemagne, avec cette technologie, on a pu régénérer un foie malade en totalité. Oui. Mais les expériences les plus dingues et les plus poussées ont été faites en Chine. En Chine, un homme de 80 ans s'est vu repousser, pour parler vraiment de choses très légères, mais s'est vu repousser des cheveux, donc les cheveux de sa jeunesse noirs. Cet homme qui avait perdu toutes ses dents, donc à 2 reprises, donc s'est vu revoir des dents poussées. Certaines maladies complètement incurables ont pu être guéries. Comment? Tout simplement en projetant encore une fois, en fait, on a spectrographié, c'est-à-dire qu'on a fait l'image du spectre électromagnétique, par exemple, d'un foie sain, et on a projeté cette image par laser sur un foie malade. Et en faisant ça, les atomes eux-mêmes se réagencent. On guérit sans passer par de la génétique où on ferait de la manipulation avec cette technologie. Vous avez peut-être entendu parler du CRISPR, donc qui permet de modifier le génome et de reprogrammer le gène. D'accord. En fait, c'est une technologie qui est extraordinaire, mais simplement, elle n'est pas maîtrisée. Vous enlevez un bloc quelque part, vous en rajoutez un autre, et puis vous déréglez toujours quelque chose. Là, c'est simplement de la lumière, c'est absolument pas invasif. Donc, c'est une technologie qui est extraordinaire, mais simplement, elle a été brevetée pour des moyens de communication, absolument pas thérapeutiques, et des applications militaires. Alors, Charles, l'importance de la biophotonie, elle est capitale. Si la cellule est coupée du réseau de communication et qu'elle ne reçoit plus l'information de l'apoptose. Donc si elle ne meurt pas, si une cellule n'a plus l'information qu'elle doit mourir et qu'elle continue à se diviser, comment appelle-t-on une masse dans le corps organique qui grossit de façon anarchique? Je pense une tumeur. Exactement. Donc vous comprenez que même en oncologie, la biophotonie cellulaire, c'est quelque chose de primordial, pas assez étudié pour l'instant. On en est encore au balbutiement. Mais il faut l'avoir. Vous savez, on pense souvent à l'hérédité. Or, le patrimoine génétique n'est pas une fatalité. Tout d'abord, cela est démontré par l'épigénétique. Donc, on peut le constater notamment chez la tortue, pour parler de façon très légère. Le sexe d'une tortue, elle est déterminée en fonction de la température d'incubation des œufs. C'est-à-dire que c'est un facteur environnemental qui va permettre l'expression d'un chromosome XX ou XY, si on peut parler comme ça pour une tortue. En fait, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que l'on peut modifier l'information contenue dans ces biophotons et que nous le faisons de façon permanente, inconsciemment. On peut donc changer en permanence la matière autour de nous. Et pour finir sur ce sujet, j'aimerais rappeler l'expérience du docteur japonais Emoto. Donc, il a prouvé que les mots et les pensées ont un impact sur l'eau. Donc, c'est des expériences scientifiques qui ont été faites en laboratoire. Cette expérience est juste magnifique et elle donne à réfléchir. En fait, en congelant des gouttes d'eau, après leur avoir parlé et projeté des pensées, il a photographié les cristaux obtenus à partir de ces gouttes d'eau. C'est-à-dire qu'il a pris par exemple 2 verres d'eau, pour parler clairement, un verre sur lequel il a parlé gentiment, et tu lui donnes la vie, et tu es l'eau, et tu es belle, et tu es fraîche, et je t'aime. Des mots d'amour. En fait, le constat il est sans appel. Voilà, dès que le discours est positif, empreint de paroles d'amour, les cristaux qui se sont formés sont parfaitement structurés et éclatants. En revanche, lorsque le discours est négatif, empreint de haine, les cristaux obtenus sont difformes et ternes. Ça, c'était sur l'autre verre.
Ça, c'était sur le deuxième verbe. D'accord. Voilà. Et en fait, sachant cela, lorsqu'on parle à un homme, et a fortiori, je parle pour tous les parents du monde, à un enfant, il est bon de se rappeler que le corps est constitué à plus de 90% d'eau. Waouh. Et que nos paroles et nos pensées impactent et façonnent l'organisme cellulaire de l'enfant, sa santé. Voilà, je pense que je voulais juste remettre quand même un petit point là-dessus parce que c'est quelque chose de grand. Et peut-être pour finir sur ce livre, je vais vous donner la réponse à cette question. Donc, est-ce que l'acupuncture, ça fonctionne? Est-ce que les méridiens existent? Donc oui, les méridiens existent. Donc ce sont des canaux lymphatiques, donc concentrés en cellules souches, vous savez, ces petites cellules qui peuvent devenir ce qu'elles veulent, et aussi fortement concentrés en biophotons, donc en messagers. Alors toutefois, le simple fait de piquer en acupuncture ne peut pas suffire. Donc sinon, on le fera avec des machines. Piquer un point d'acupuncture, ça revient à lancer un signal d'alarme dans un système afin qu'il s'active, mais ça équivaut à envoyer une caserne de pompiers sur le terrain sans leur donner des consignes. Pour que cela fonctionne, il faut ajouter une dimension qui est celle de l'intention. Et c'est bien l'intention qui va donner l'information à la matière de se réagencer et de guérir. Impressionnant. C'est impressionnant et d'un autre côté, je considère, en tout cas tout ce que vous êtes en train de dire, il m'arrive parfois de ne pas être d'accord avec certains invités ou de penser autrement, etc. Mais j'ai été vraiment impressionné par une expérience également qui a été faite par quelqu'un qui est comme ça aussi, dans les sciences. Il était lui-même ingénieur auprès de l'aérospatiale ici en Eretz Israël. C'est Chaim Elbez qui a fait une expérience avec les lettres hébraïques. Oui. Il disait qu'en disant un Aleph, il disait au micro, il prenait un spectronome. Et on voit la lettre Aleph se dessiner avec les ongles. Exactement, voilà, avec la parole, on voyait se former la lettre, en tout cas, qu'il donnait, qu'il disait. C'est la seule langue avec laquelle on peut faire ça. Exactement, et c'est ce qu'il disait. Et c'est le seul alphabet hébraïque où on voit cette lettre se dessiner. Alors, c'est incroyable, je veux dire, des fois on dit, la Imouna, c'est vrai que c'est important, il faut la voir, parce qu'il faut bien s'imaginer ce qu'on ne voit pas. Et d'où est la force, justement, de la croyance, de croire à quelque chose qu'on ne voit pas. Mais là, sincèrement, on le voit, on le palpe. Quand on donne ces lettres-là, hébraïques, qui se dessinent toutes seules. Que dit la Torah? Et le peuple voyait les paroles de Dieu. Ah ouais. C'est ce que vous venez d'expliquer. Ah mais ça m'étonne pas. Vous avez également sorti un deuxième livre, parce que là vous nous avez parlé du premier. Oui. Le deuxième, c'est la thérapie énergétique, guide pratique entre guillemets. Quelle différence entre le premier livre? Alors le premier livre explique pourquoi ça marche. Ce guide pratique explique comment on fait. Donc il s'agit là vraiment d'un réel guide pratique. Et j'y propose une méthode inspirée de médecine orientale, donc notamment du Sujok thérapie. Alors cette thérapie a l'avantage de se dispenser essentiellement sur les mains, donc il n'y a pas d'organe vital là-bas. On peut donc la pratiquer sur soi sans risque. Alors j'y explique comment on peut soigner s'en servir avec des aimants, avec des graines, avec des couleurs. Et je rappelle qu'une couleur, c'est une onde électromagnétique qui évolue à différentes fréquences. Donc certaines vont plus vite que d'autres, certaines vont ralentir, accélérer, chauffer ou refroidir. Donc j'explique que toutes ces énergies, comment on les manipule et comment on s'en sert pour tout soigner avec. Avec plaisir. Donc on vous conseille. Alors on peut se le procurer où exactement ce deuxième tome? Alors on peut se le procurer au même endroit que le premier, c'est-à-dire sur mon site internet holistherapie.com. Donc .com, voilà, tout simplement .com, pardonnez-moi. On peut le trouver également donc, à l'école Citré Chaim, qui le distribue, qui le met en vente, et bientôt sur Amazon. Ben c'est parfait, en tout cas on remercie la partie technique d'avoir montré en même temps l'ouvrage directement en live. Voilà, vous en avez préparé, apparemment vous êtes en train d'en préparer un troisième, si je ne m'abuse. Là vous n'arrêtez pas. Le premier c'était il y a 6 mois, le second il y a 3 mois, et là maintenant ça y est, vous êtes... C'est toujours dans le thème. Alors cette fois on parle de neurosciences, donc en fait celui-ci parle de neurosciences, c'est-à-dire sur le cerveau et les mécanismes mentaux. Oui. Donc vous me parliez de mentalisme, on est un petit peu dedans. Alors, non, mais ça vous va bien, je sais pas pourquoi. Donc, je suis sûr que vous allez revenir la prochaine fois, vous allez me dire ça y est, j'ai passé, je suis mentaliste également. Pourquoi pas? Si je dois me recycler, je ferai de l'artistique. Donc j'y traite notamment de ce que j'ai appelé la menta-formation, c'est-à-dire l'ensemble des processus qui forment le mental, la personnalité, nos croyances, nos émotions, et qui programment nos comportements. Oui. Quelque part, ce sont ces comportements qui dessinent nos vies et notre quotidien. Alors, les mécanismes associatifs d'apprentissage, d'automatisation qui sont omniprésents dans notre vie, donc la gestion du conscient et de l'inconscient dans le quotidien.